Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Alors, nous allons donc construire maintenant la relativité en utilisant des expériences de pensée. Alors, les expériences de pensée ont l'avantage d'être très intuitives et très simples et de permettre une construction progressive de la théorie. On verra par après une méthode plus rigoureuse, plus abstraite de construction explicite. Les expériences doivent être présentées dans un ordre précis parce que chacune va utiliser les résultats des raisonnements précédents. Alors, entendons-nous bien. Les expériences de pensée ne sont pas des expériences réelles. Les expériences réelles, les vraies expériences, sont les seules qui apportent de nouvelles informations et qui permettent de valider ou de réfuter une théorie, des résultats ou une hypothèse. Une expérience de pensée est une mise en image, une visualisation des équations ou des postulats. C'est un scénario qui respecte les postulats de la théorie et à partir de ce scénario, on peut en tirer un certain nombre de déductions. C'est donc un mode de raisonnement. Le terme expérience est clairement abusif. Ce n'est pas une expérience réelle. Mais, même si c'est imagé et intuitif, il n'empêche que le raisonnement par expérience de pensée se doit d'être rigoureux et précis. Alors, les expériences de pensée sont parfois réalisées sous forme d'expériences réelles. C'est-à-dire qu'on traduit l'expérience de pensée en une situation pratique, réelle, qui permet d'en faire une véritable expérience. Ceci nécessite divers raffinements et complications pour se plier à la réalité. Les expériences réelles sont toujours beaucoup plus complexes que les expériences de pensée. Parce que la réalité ne correspond pas toujours à un idéal qu'on aimerait bien. Il faut s'adapter aux instruments de mesure, leur disponibilité, leur existence même, ou leur niveau de précision. Il faut s'adapter au fait que dans le monde réel, il y a des perturbations dont on doit tenir compte, et divers biais expérimentaux. Et l'expérience réelle ne respecte pas nécessairement les postulats. Elle agit en fonction de la réalité. Et les postulats pourraient très bien être faux. Et c'est donc le résultat réel qui pourrait être différent de l'expérience de pensée. Et c'est le résultat réel qui alors permet de trancher par l'expérience de pensée. Une expérience de pensée, au contraire, elle se veut simplifiée, idéalisée, de façon à mettre en évidence ce qu'on veut. Les postulats, certaines situations, et donc on ne présente que l'essentiel. Le nom de expérience de pensée, à ma connaissance, fut inventé par Einstein. C'est lui qui a imaginé ces expériences afin de faire comprendre ces expériences de pensée, afin de faire comprendre la relativité. Mais ce terme expérience et la possibilité d'en faire une véritable expérience, de la traduire en expérience réelle, a certainement introduit beaucoup de confusion. En particulier chez des amateurs, des profanes, qui ne connaissent pas la différence réelle entre une véritable expérience et une expérience de pensée. Et la vulgarisation, qui utilise abondamment des expériences de pensée, n'aide pas toujours parce qu'elle ne précise pas toujours cette différence, qui est pourtant cruciale. Si on regarde la méthode scientifique, que l'on respecte, évidemment, en science, on part d'un certain nombre de résultats expérimentaux, des constats, on théorise, on construit un modèle théorique pour décrire
ces résultats, ce que nous avons commencé à faire ici, on tire un certain nombre de prédictions. Donc la théorie permet de dire dans telles circonstances on devrait observer ceci. Et on pratique des expériences pour valider ces résultats ou les réfuter. Les expériences réelles, les vraies expériences, sont aux extrémités. C'est elles qui apportent les informations sur le monde réel et c'est elles qui valident ou réfutent. Tandis que les expériences de pensée, elles sont au milieu. Elles font partie de la construction théorique, elles font partie du mode de raisonnement. La confusion est telle que certains ont cru pouvoir invalider la relativité à l'aide d'expériences de pensée, en imaginant des situations qui amenaient à un résultat contraire à ce que dit la relativité. C'est une totale absurdité, puisqu'une expérience de pensée est construite à partir des postulats, elle est construite expressément pour respecter la relativité restreinte. Si on aboutit à un résultat contraire, c'est soit qu'on n'a pas respecté ces postulats, soit qu'on a commis une erreur de raisonnement. Si on a commis une erreur de raisonnement, c'est plié. Au cas où on n'aurait pas respecté les postulats, tout ce qu'on en déduit, c'est que d'autres postulats conduisent à autre chose. La belle affaire. C'est uniquement avec l'expérience réelle, une vraie expérience, qu'on peut valider ou réfuter la théorie. Il reste un petit souci que je n'ai pas cité, c'est le risque de contradiction. On élabore une théorie construite mathématiquement, et on sait en mathématiques qu'on peut avoir des paradoxes, des contradictions. Il y a les fameux théorèmes de Gödel sur l'incomplétude des théories, des résultats qui peuvent être démontrés, etc. Donc, et surtout le deuxième théorème qui dit qu'une théorie ne peut pas prouver sa propre consistance. Il y a donc toujours un risque que la théorie mène à des contradictions internes. C'est-à-dire que selon la manière dont on développe le calcul théorique, on aboutit à deux résultats qui se contredisent. Mais la relativité restreinte, au moins pour la cinématique, est basée entièrement sur le concept d'espace vectoriel. On peut la construire uniquement de manière vectorielle. Or, les théories mathématiques des espaces vectoriels sont relativement simples. Et on a pu démontrer leur consistance par des méthodes métamathématiques, contournant les théorèmes de Gödel. On a pu montrer que l'ensemble théorique des espaces vectoriels formait un système non contradictoire. Donc, espérer relever une contradiction à partir d'un raisonnement qui utilise les postulats n'a aucune chance d'aboutir. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir s'attaquer à la construction. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons la première expérience de pensée, qui est l'expérience de pensée des directions transversales. Je vous remercie.